Humilié publiquement par mon père, j'ai accepté la punition en silence. Le lendemain, il a trouvé ma chambre vide. Son arrogance s'est effondrée quand l'avocat a surgi, lui demandant avec effroi ce qu'il venait de faire. Je m'appelle Victoire Bertrand et j'ai 29 ans. Au dernier repas de Noël, mon père s'est levé devant 30 membres de la famille et m'a puni comme si j'étais une enfant désobéissante, tout cela parce que j'avais osé demander ce que ma grand-mère m'avait laissé dans son testament. Toute la pièce a éclaté de rire. Mon visage me brûlait tellement que je pouvais sentir mon pouls battre dans mes dents. Mais je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit 2 mots, très bien. Le lendemain matin, il a frappé à la porte de ma chambre avec un petit sourire en coin. Tu as enfin appris ta place, a-t-il dit. Puis il a vu la pièce vide. Pas de vêtements, pas de valise, pas de Victoire. Avant qu'il ne puisse composer mon numéro, la sonnette a retenti, et le notaire de la famille se tenait sur le perron, tremblant, serrant une mallette pleine de documents dont mon père ignorait l'existence. Monsieur Bertrand, a-t-il dit, qu'avez-vous fait? Maintenant, laissez-moi vous ramener au mois de septembre dernier, le matin où ma grand-mère est décédée et où le premier domino est tombé. Ma grand-mère, Éléonore Bertrand, s'est éteinte un mardi matin au CHU de Nantes. Elle avait 87 ans. J'ai reçu l'appel de ma mère à 6h14. Je me souviens de l'heure exacte parce que j'étais déjà réveillé, assise à ma table à dessin dans mon studio de 45 mètres carrés, en train de croquer un jardin de pluie pour un client à la Baule. La voix de maman était fine comme du papier de soie tenu devant la lumière. C'est mamie, Victoire. Elle est partie. J'ai conduit les 20 minutes jusqu'à l'hôpital en silence. Pas de radio, pas de podcast, juste le bruit de la pluie nantaise sur le pare-brise et ma propre respiration. Quand je suis arrivé, mon père était déjà dans le couloir. Richard Bertrand, 63 ans, magistrat à la retraite, un M85, portant une veste Barbour cirée. Même à l'aube, il ne pleurait pas. Il était au téléphone, parlant à quelqu'un de paperasse administrative. J'ai entendu les mots calendrier de succession et inventaire notarial avant qu'il ne me remarque et ne raccroche sans dire au revoir. Mon frère Gabriel était à côté de lui. 33 ans, costume sombre, même à l'hôpital, le bras passé autour de l'épaule de papa comme un colistier lors d'une campagne électorale. Il ressemblait à une unité, un mur. Je me tenais à l'autre bout du couloir, seul, serrant un gobelet de café de distributeur que je n'ai jamais bu. La dernière fois que j'avais vu mamie Éléonore, elle était dans son fauteuil roulant dans le jardin de sa maison bourgeoise, allée des Camélias, serrant ma main avec une force surprenante. Victoire, avait-elle dit, sa voix basse pour que personne d'autre ne puisse entendre. J'ai réglé les choses. Tu me fais confiance, d'accord? J'avais hoché la tête, sans comprendre. Pas encore. Aux funérailles, 3 jours plus tard, l'église était en vieux granit breton, haute nef, des lys blancs partout, un cercueil en acajou poli comme un miroir. Mon père a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé pendant 11 minutes de l'héritage Bertrand, de la tradition, de la façon dont mon fils portera cette famille vers l'avenir. Il a mentionné Gabriel par son nom 4 fois. Il a mentionné ma mère 1 fois. Il ne m'a pas mentionné du tout. Après, lors de la réception, le mari de ma tante Marguerite m'a demandé ce que je faisais comme travail ces jours-ci. Avant que je puisse répondre, mon père s'est penché par derrière. Elle plante des arbres pour les riches, a-t-il dit, et quelques personnes ont ri poliment. J'ai senti la brûlure commencer au niveau de mon sternum et monter. Je me tournais pour partir quand un homme que je ne reconnaissais pas s'est avancé. Plus âgé, cheveux argentés, lunettes cerclées d'or. Il m'a pris la main doucement et l'a serrée. Votre grand-mère était très fière de vous, a-t-il dit doucement. Je vous contacterai. Et puis il était parti, disparaissant dans la foule de manteaux noirs avant que je puisse demander son nom. Je ne le savais pas alors, mais cet homme était maître Henri Chevalier, et il détenait la clé de tout. Ce soir-là, 15 d'entre nous se sont réunis à la maison familiale pour le dîner, la maison Bertrand, une demeure blanche de style colonial sur l'allée des Camélias avec un portail en fer forgé et des chênes centenaires dans la cour. Ma grand-mère avait acheté cette maison avec l'argent de sa propre famille bien avant d'épouser mon grand-père. Je l'avais toujours aimée. Les moulures, les profonds rebords de fenêtres, le jardin à l'arrière où mamie faisait pousser des pivoines couleur chaussons de danse. À l'intérieur, la longue table en chêne était dressée avec l'argenterie de la famille, un service qui portait le nom des Bertrand depuis 3 générations, des bougies dans des chandeliers en argent,
une bouteille de Bourgogne Pinot Noir qui s'aérait sur le buffet. Tout était arrangé pour respirer la vieille fortune et la lignée parfaite. Mon père s'est assis en bout de table, naturellement. Il a levé son verre. Maman m'a tout laissé à gérer, a-t-il annoncé en balayant la table du regard. Je veillerai à ce que les actifs familiaux soient distribués aux bonnes personnes en fonction de leurs capacités. Ses yeux se sont posés sur moi. Cela signifie que tu n'as pas besoin de t'inquiéter de tout ça, Victoire. Les choses complexes ne sont pas vraiment ton domaine. Gabriel a hoché la tête comme un greffier de tribunal. Sa femme, Mathilde, a ajusté son collier de perles et n'a rien dit. J'ai posé ma fourchette. Papa, mamie m'a dit. Ma mère était confuse à la fin, a-t-il coupé. Quoi qu'elle t'ait promis, oublie-le. Ma mère, Isabelle, fixait son assiette. Elle ne levait pas les yeux. Elle ne levait jamais les yeux. Après le dîner, je me suis excusé et je suis monté dans la chambre où j'avais grandi. L'affiche d'architecte que j'avais scotchée au mur à 16 ans était toujours là, les coins cornés. Je me suis assise sur le lit et j'ai ouvert le tiroir de la table de chevet par habitude. À l'intérieur se trouvait une enveloppe qui n'était pas là avant. Papier à lettres couleur crème avec un léger filigrane. Mon nom sur le devant à l'encre bleue, une écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Tremblante mais délibérée. L'écriture de mamie. Mes mains tremblaient quand je les ramassais. J'ai ouvert l'enveloppe lentement, assise en tailleur sur le lit simple où j'avais dormi de 5 à 18 ans. Le ventilateur au plafond oscillait de la même façon qu'il l'avait toujours fait. La chambre sentait le vieux papier peint et le placard en cèdre. À l'intérieur, il y avait deux choses. La première était une lettre, 2 pages, recto verso, de la main de mamie Éléonore. Le stylo avait appuyé assez fort pour laisser des sillons dans le papier, comme si elle avait voulu que les mots soient permanents, physiques, quelque chose que personne ne pourrait effacer d'une touche de clavier. La seconde était une photocopie, partielle, peut-être 6 pages de ce qui ressemblait à un document plus long. L'entête indiquait « Acte de fiducie irrévocable. Éléonore Monsieur Bertrand, constituante ». Au milieu de la première page photocopiée, surlignée en jaune, se trouvait une seule ligne. Bénéficiaire, Victoire Vicky Bertrand. J'ai lu la lettre avec des larmes coulant sur mon visage. Victoire, si tu lis ceci, c'est que je suis parti, et ton père fait déjà ce que je savais qu'il ferait. Je suis désolé de n'avoir pas pu l'arrêter de mon vivant. J'ai essayé à ma manière. Mais les hommes comme ton père n'écoutent pas les femmes. Ils n'écoutent que les documents. La fiducie originale est chez mon notaire, maître Henri Chevalier. Son étude est rue Crébillon à Nantes. La copie que je t'ai laissée est partielle. Pas assez pour prouver quoi que ce soit par elle-même, mais assez pour que tu saches que je dis la vérité. Ne montre ceci à personne. Pas à ton père, pas à Gabriel, pas même à ta mère. J'aime Isabelle, mais elle le dira à Richard. Attends le bon moment, et Henri saura quoi faire. Tu as toujours été mon architecte, Victoire. Celle qui construit. Ne les laisse pas te démolir. Tout mon amour, mamie. J'ai replié la lettre dans l'enveloppe et je l'ai pressée contre ma poitrine. La photocopie était incomplète. Je ne pouvais pas l'utiliser comme preuve. Je n'avais pas d'avocat. Je ne savais pas qui était Henri Chevalier au-delà d'un nom et d'une rue. Et ma grand-mère était en terre depuis 48 heures. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais autre chose que petite. Je sentais que quelqu'un croyait en moi, avait toujours cru en moi, et l'avait mis par écrit. Je suis rentré à mon appartement le lendemain matin sans dire au revoir. Personne n'a remarqué, ou s'ils l'ont fait, personne n'a appelé. Mon studio était exactement comme je l'avais laissé. Des plantes encombrant chaque rebord de fenêtre, la table à dessin couverte de papier calque, une tasse de thé froide d'il y a 2 jours, toujours posée près de l'évier. J'aimais cet endroit, même s'il était assez petit pour que je puisse toucher les murs opposés en m'étirant. C'était le mien, le seul espace au monde où personne ne me disait que je n'étais pas assez. Je me suis assise devant mon ordinateur portable et j'ai cherché Henri Chevalier notaire Nantes. Les résultats sont apparus immédiatement. Une petite étude rue Crébillon, exercice individuel, spécialisé en planification successorale et fiducie. Une photo montrait un homme aux cheveux argentés avec des lunettes cerclées. L'homme des funérailles. J'ai passé la souris sur le numéro de téléphone. Je n'ai pas appelé.
Pas encore. Parce qu'il y avait une partie de moi, la partie que mon père avait dressée depuis l'enfance, qui chuchotait, et si mamie était vraiment confuse? Et si ce n'était rien? Et si tu appelles et découvres que la seule personne qui croyait en toi n'était qu'une vieille femme malade qui ne savait pas ce qu'elle signait? Je n'étais pas prête à risquer ça. Pas encore. Au lieu de cela, je me suis tourné vers le travail. Un cabinet d'architecture paysagère sur l'île de Nantes avait une échéance dans 2 semaines, un jardin sur le toit pour un nouveau complexe immobilier. J'avais besoin de ce chèque. Je traînais encore 35 000 € de prêt étudiant, 420 € par mois, de l'année de fac de droit que j'avais suivie avant d'abandonner pour poursuivre le design. L'année où mon père a dit que j'avais trahi la famille. Je vérifiais mes emails pour confirmer les spécifications du projet quand je l'ai vu. Enterré entre une newsletter et une notification de livraison, un email de Gabriel. Non, pas à moi. Transféré à moi par accident. Objet, projet de requête modification fiducie. Mon estomac s'est serré. J'ai cliqué pour l'ouvrir, parcouru les premières lignes. Puis mon téléphone a vibré avec le rappel de l'échéance du projet et j'ai dû fermer l'ordinateur et aller au bureau. Mais j'en avais vu assez. Assez pour savoir que quoi que mon père prépare, cela avait déjà commencé. 3 semaines ont passé. Je me suis jeté dans le travail. Le projet de jardin sur le toit a consommé des journées de 16 heures, et j'ai laissé faire parce que la concentration était plus facile que la peur. Mais l'email restait dans ma boîte de réception comme une écharpe sous la peau. Je ne l'avais pas rouvert. Je n'étais pas sûr de le vouloir. Puis ma mère a appelé. Victoire, ton père veut que toute la famille soit réunie pour Noël. Sa voix avait cette finesse particulière qu'elle prenait quand elle relayait les ordres de Richard Bertrand en prétendant que c'était des invitations. Il dit qu'il veut arranger les choses. J'ai failli rire. Mon père n'avait jamais arrangé une chose de sa vie. Il cassait les choses et vous disait ensuite que c'était de votre faute si vous étiez fragile. Je vais y réfléchir, maman. S'il te plaît, chérie. Il essaie. J'ai dit que je la tiendrais au courant et j'ai raccroché. Puis je me suis assise à ma table de cuisine, un meuble IKEA d'occasion que j'avais poncé et reteint moi-même, et j'ai finalement ouvert l'email transféré accidentellement par Gabriel. C'était une chaîne. 7 messages entre mon frère et mon père s'étendant sur 2 semaines. L'objet projet de requête modification fiducie était exactement ce dont il avait l'air. Gabriel avait rédigé une requête légale pour le tribunal demandant un changement de bénéficiaire sur la fiducie de mamie Éléonore. Les motifs cités étaient l'incompétence financière du bénéficiaire désigné, moi. La requête argumentait que j'avais un schéma de décision de carrière instable, aucun actif significatif et une dette éducative impayée incompatible avec une responsabilité fiduciaire. Mon frère avait écrit cela sur moi dans un langage juridique pour un dossier judiciaire. Mais la ligne qui a brouillé ma vision n'était pas le jargon juridique. C'était le message décontracté que Gabriel avait tapé à mon père au bas de la chaîne. Elle ne se battra pas. Elle ne se bat jamais pour rien. C'est ça la beauté du truc, papa. Je suis resté là un long moment. Puis j'ai fait une capture d'écran de chaque message de la chaîne, je les ai téléchargés sur mon cloud, et je les ai sauvegardés sur une clé USB que je gardais dans mon tiroir à chaussettes. J'ai rappelé ma mère. Dis à papa que je serai là pour Noël. Je rentrais à la maison, mais pas pour arranger quoi que ce soit. Le lendemain matin, j'ai appelé l'étude de maître Chevalier. Une réceptionniste a répondu, une femme plus âgée avec une voix chaleureuse et efficace. J'ai donné mon nom. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, Mademoiselle Bertrand, maître Chevalier attendait votre appel. Pouvez-vous venir aujourd'hui? 2 heures plus tard, j'étais assise en face de lui dans un petit bureau rue Crébillon. Des étagères couvraient chaque mur, des volumes juridiques reliés cuir, cornés et marqués. Un tapis oriental qui avait connu de meilleures décennies couvrait le sol. Sur son bureau, une tasse de café avait refroidi. Henri Chevalier était l'homme des funérailles. Même cheveux argentés, même lunettes cerclées d'or, même calme mesuré. Il ressemblait à un homme qui avait passé sa carrière à choisir ses mots avec une précision chirurgicale. Votre grand-mère m'a engagé il y a 20 ans, a-t-il dit. J'ai rédigé son testament original, et il y a 8 ans, après une conversation qui l'a profondément troublé, elle m'a demandé de créer une fiducie irrévocable, ou plus précisément un mandat avec assurance vie bloquée, avec vous comme seul bénéficiaire.
Il a ouvert un porte-document en cuir et a fait glisser un document sur le bureau. L'original. Papier épais couleur crème. Le sceau rouge d'un notaire de Loire-Atlantique. Signature en bas. 600 000 € dans un fonds géré par la banque. Il a dit, irrévocable signifie que votre père, en tant qu'administrateur, ne peut pas modifier le bénéficiaire. Toute requête pour le faire nécessite soit votre consentement écrit, soit une décision de justice fondée sur la preuve de l'incapacité mentale du constituant au moment de la signature. Il a fait une pause. Votre grand-mère avait anticipé cela. Elle a demandé à son médecin, le docteur Margoli, d'effectuer une évaluation cognitive la semaine même où elle a signé. Les résultats sont dans le dossier. Elle était pleinement compétente. J'ai expiré. C'était la première respiration complète que je prenais depuis des semaines. Il y a plus, a dit Chevalier. Votre père a déposé une requête il y a 3 semaines demandant un changement de bénéficiaire. Il a listé Gabriel. Il a dit au tribunal qu'il était incapable de vous localiser pour obtenir votre consentement. La mâchoire du vieux notaire s'est serrée. Vous et moi savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Je lui ai montré la chaîne de mai. Il l'a lu sans expression, puis a levé les yeux. C'est la preuve d'un manquement délibéré à l'obligation fiduciaire. Si vous voulez vous battre, vous avez tout ce qu'il faut. Je veux me battre, ai-je dit. Il a hoché la tête. Puis il a ajouté, presque comme une pensée après coup, il y a encore une chose, Victoire. Votre grand-mère vous a aussi laissé le cottage à Saint-Malo. Il est inclus dans les dispositions. Je ne pense pas que votre père soit au courant. Il n'a jamais lu le document en entier. Je l'ai fixé. La maison de Saint-Malo, le petit cottage en cèdre où mamie m'emmenait chaque été, où nous nous asseyions sur le porche pour regarder les remparts devenir dorés au coucher du soleil. Elle m'avait dit une fois que c'était son endroit préféré au monde. Elle me l'avait laissé. Maître Chevalier m'a regardé par-dessus ses lunettes. Votre grand-mère savait exactement ce qui se passerait après son départ, et elle a passé les 8 dernières années à s'assurer que vous seriez protégé. Il a fermé le dossier. La question est, quand voulez-vous utiliser ceci? À Noël, ai-je dit. Il a invité toute la famille, 30 personnes. Chevalier m'a étudié un long moment. Puis il a fait un unique élan signe de tête. Le mercredi avant Noël, j'ai préparé un petit sac, un change de vêtements, mon manteau en laine camel, la plus belle chose que je possédais, acheté d'occasion dans une friperie du quartier Bouffet, une brosse à dents, et une pochette cartonnée épaisse de copies notariées. Les originaux restaient avec Chevalier. Nous étions d'accord là-dessus. Il garderait le jeu principal dans le coffre de son étude, et je porterais des copies, certifiées conformes, tamponnées, admissibles comme preuve secondaire si nécessaire. Les originaux étaient pour le tribunal. Les copies étaient pour la famille. J'ai conduit vers le sud à travers les collines d'automne tardif. Le ciel était de ce gris nantais particulier qui n'arrivait pas à décider entre la pluie et la résignation. La maison Bertrand est apparue à travers les arbres comme elle le faisait toujours. Façade blanche, portail en fer forgé, le vieux chêne montant la garde. De l'extérieur, elle ressemblait à une carte postale. Voici à quoi ressemble une bonne famille. C'était tout le but. Ma mère m'a accueilli à la porte. Elle m'a serré dans ses bras un instant trop long, comme elle le faisait quand elle voulait dire quelque chose mais ne le ferait pas. Ton père est dans le bureau, a-t-elle murmuré. Il est de mauvaise humeur. J'ai porté mon sac à l'étage, ma vieille chambre, l'affiche, le lit simple, le tiroir de chevet maintenant vide. J'avais pris l'enveloppe la dernière fois. D'en bas, j'ai entendu la voix de Gabriel, puis le rire brillant et performatif de Mathilde, le tintement d'un verre de vin. Je me suis agenouillé et j'ai glissé la pochette cartonnée sous le matelas. Puis je suis allé à la fenêtre. Le jardin arrière, les parterres de pivoine de mamie, étaient envahis et gris. Personne ne s'en était occupé depuis qu'elle était tombée trop malade pour s'agenouiller. La vue m'a serré la gorge. En bas, le cabernet était ouvert. La cheminée en granit crépitait, et mon père ne s'est pas levé quand je suis entré. Il m'a regardé depuis son fauteuil en cuir et a dit « Oh, tu es venu ». Gabriel était sur le canapé à côté de Mathilde, faisant tourner son vin. Il a jeté un coup d'œil à mon manteau, d'occasion, légèrement bouloché au coude, et a dit « Toujours pas changé de voiture, hein, Vic ?» J'ai souri, je me suis assise, je n'ai rien dit. Demain,
30 parents rempliraient cette maison. Mon père avait organisé le plus grand rassemblement de Noël de l'histoire de la famille Bertrand, bien plus grand que d'habitude. Je ne savais pas encore pourquoi, mais une partie de moi soupçonnait que Richard Bertrand ne faisait jamais rien sans public. Le matin de Noël, la maison s'est remplie comme un théâtre avant un spectacle. Les voitures s'alignaient dans la rue des 10 heures. Tante Marguerite et oncle Denis de Rennes, les cousins Paulson de Tours, grand-tante Judith, qui avait pris l'avion depuis Nice. À midi, il y avait 32 personnes dans la maison Bertrand, et le bruit était une chose vivante. Rire, verres qui tintent, enfants courant dans les couloirs, le minuteur du four bipant toutes les 20 minutes. J'ai aidé en cuisine parce que personne ne m'a demandé de faire autre chose. Isabelle et Mathilde étaient assises au coin petit déjeuner en buvant du thé pendant que je coupais le céleri pour la farce. Cela semblait normal. La division du travail familial n'avait pas changé depuis mes 12 ans. À 16 heures, nous nous sommes assis pour manger. La longue table en chêne de la salle à manger accueillait 18 personnes. Le surplus allait à une table pliante dans le salon adjacent. J'ai été placé à la table pliante entre mon petit cousin de 9 ans, Olivier, et une chaise vide. Mon père se tenait en tête de la table principale, lustre en cristal au-dessus de lui, nappe en lin, blanche comme un drapeau de reddition, l'argenterie de famille brillant sous la lumière des bougies. Il a levé son verre de pinot noir. Ce Noël est spécial, a-t-il dit, sa voix de tribunal, celle qui remplissait les salles et clôturait les arguments. Nous avons perdu maman cette année, mais la famille Bertrand perdure, et je suis plus fier que tout de mon fils, Gabriel, qui vient de gagner le plus gros procès de sa carrière. Il s'est tourné vers Gabriel. À toi, fiston. Applaudissements. Gabriel les a acceptés avec une modestie travaillée. Un léger signe de tête. Une main sur l'épaule de Mathilde. De la table pliante, ma tante Marguerite a crié, « Et Victoire ?» De bonnes nouvelles, ma chérie. J'ai ouvert la bouche. Victoire cherche encore sa voix, a dit mon père, sans me regarder. Elle est créative. On lui accorde ça. Une ondulation de rire poli. Mais chaque famille a besoin de quelqu'un pour rappeler aux autres de ne pas prendre le mauvais chemin. N'est-ce pas, Victoire ? Le rire a roulé sur les deux tables comme une vague, et je suis restée assise là à l'absorber comme je le faisais depuis que j'étais enfant, colonne vertébrale droite, visage neutre, mains sur les genoux. Olivier, le garçon de 9 ans à côté de moi, a levé les yeux et a chuchoté, « Ça va. » Et hoché la tête et je lui ai tendu un petit pain. Une fois les assiettes débarrassées, la bûche à moitié mangée et le porto commençant à couler, mon père s'est levé à nouveau. La pièce s'est tue. Il avait la posture d'un homme sur le point de rendre un verdict. Une dernière chose, a-t-il dit. Demain matin, je ferai une annonce familiale importante concernant la succession de maman. Je m'attends à ce que tout le monde soit présent. Il a souri. Le sourire d'un homme qui a déjà décidé de l'issue. C'est ce que maman aurait voulu. J'ai regardé Gabriel. Il étudiait son verre de vin avec un petit sourire privé. J'ai regardé ma mère. Elle fixait la nappe. J'ai regardé mon père. Il me regardait droit dans les yeux. Et pendant une seconde, son sourire s'est aiguisé en quelque chose qui n'était pas un sourire du tout. Demain, il allait lire sa version du testament devant tout le monde. Je me suis excusé pour faire la vaisselle. La cuisine était calme, à part le bruit de l'eau qui coulait et ma propre respiration. Je me tenais à l'évier, frottant un plat à rôtir, de la mousse jusqu'au coude, portant toujours le même pull avec lequel j'étais descendu. Dans la pièce d'à côté, 32 personnes riaient et buvaient du porto, et pas une seule d'entre elles n'avait proposé d'aider à débarrasser une seule assiette. J'ai entendu des pas derrière moi. Gabriel s'appuyait contre le cadre de la porte, bras croisés, verre de vin pendant entre deux doigts. Tu sais, Vic, a-t-il dit avec désinvolture, tu devrais vraiment remercier papa de te laisser t'asseoir à table, même si c'était la table des enfants. Il a gloussé à sa propre blague. Je ne me suis pas retourné. J'ai continué à frotter. Mais quelque chose en moi, un fil qui avait été tendu pendant 29 ans, a finalement vibré. Gabriel, ai-je dit, ma voix calme et stable. Sais-tu ce que mamie m'a laissé ? Le silence derrière moi a changé de texture. J'ai entendu son verre de vin teinté contre le comptoir. Quand j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, son visage était devenu très immobile.
Il a quitté la cuisine sans un mot. 10 minutes plus tard, la voix de mon père a tonné depuis le salon. Victoire, viens ici tout de suite. J'ai séché mes mains sur un torchon et je suis entré. 32 visages me fixaient. Le lustre en cristal jetait de petits arcs-en-ciel au plafond. Mon père se tenait au centre de la pièce, porteau dans une main, l'autre main pointée vers moi comme si j'étais une accusée. « Qu'est-ce que tu as dit à ton frère ?» Sa voix était ce baryton judiciaire, celui conçu pour rendre les gens plus petits. « Tu l'as menacé avec le testament ? Tu penses que tu peux manipuler cette famille ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre. Il ne m'a pas laissé faire. « Tu es puni », a-t-il dit. « Tu es puni jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ton frère. Va dans ta chambre. » La pièce a éclaté. Pas en protestation, en rire. 32 personnes, la plupart des adultes, riant parce que Richard Bertrand venait de punir sa fille de 29 ans comme si elle était une enfant qui s'était mal comportée. Tante Marguerite a couvert sa bouche, mais ses épaules tremblaient. Oncle Denis a renâclé dans son porto. Même Mathilde a laissé échapper un petit hoquet délicat et performatif qui était en réalité un gloussement. Mon visage brûlait. La chaleur est montée de ma poitrine à mon cou jusqu'à mes tempes en une seule vague. J'ai cherché ma mère. Isabelle était assise dans le fauteuil du coin, fixant ses mains, silencieuse. Personne n'a dit stop. Personne n'a dit ça suffit, Richard. Personne n'a rien dit du tout, sauf des rires. J'ai regardé mon père. Sa montre quartier tank a accroché la lumière alors qu'il pointait son doigt vers l'escalier. Vas-y, a-t-il répété. Maintenant. J'ai soutenu son regard pendant 3 secondes complètes. Puis j'ai dit d'une voix si calme qu'elle m'a surprise moi-même, très bien. Je me suis tourné. J'ai monté les escaliers. J'ai fermé la porte de la chambre derrière moi. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maître Chevalier. Ça a sonné 2 fois. Il a répondu. J'ai dit, Maître Chevalier, j'ai besoin que vous apportiez les originaux demain matin, 8 heures. Il y a eu une pause. Puis sa voix mesurée et stable, je serai là. J'ai raccroché, mis mon réveil pour 4 heures du matin, et je me suis assise sur le bord du lit simple dans le noir, écoutant les rires flotter encore à travers le plancher, pensant, riez, profitéant. Parce que c'est la dernière fois. Je sais que maintenant certains d'entre vous sont furieux en mon nom, et honnêtement, je ne vous blâme pas. Laissez-moi vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été humilié par votre propre famille devant une pièce pleine de gens? Avez-vous déjà été remis à votre place par quelqu'un qui était censé vous protéger? Si vous voulez savoir ce qui s'est passé le lendemain matin quand mon père a ouvert la porte de ma chambre et l'a trouvée vide, restez avec moi. Et si cette histoire vous touche personnellement, appuyez sur ce bouton j'aime pour que je sache que vous êtes toujours là. Je suis parti à 4h15 du matin. Pas de drame, pas de porte qui claque. J'ai fait mon sac dans le noir, glissé la pochette cartonnée dans mon cabas, et je suis descendu en chaussettes pour que le plancher ne craque pas. La seule chose que j'ai laissée derrière moi était la photo encadrée de Mamie Éléonore sur la table de chevet. Face contre terre. J'ai conduit jusqu'à un café ouvert 24h24 à 5 km de la maison, commandé un café que je n'ai pas bu, et attendu le jour. À 7h42. Je le sais parce que je regardais l'horloge. Mon téléphone s'est allumé. Un SMS de Gabriel. T'es où? Papa te cherche. Je n'ai pas répondu. À l'intérieur de la maison Bertrand, j'ai appris les détails plus tard par mon cousin Daniel. Le matin s'est déroulé comme ça, mon père est descendu à 7h30, fraîchement douché, portant une chemise Oxford repassée, ressemblant à un homme sur le point de présider un conseil d'administration. Il a versé son café, scanné la pièce et a dit, que quelqu'un aille réveiller Victoire. Elle a des excuses à faire. Personne n'a bougé. Pas parce qu'il me défendait. Parce que personne ne voulait gérer ça. Richard a monté les escaliers lui-même. Il a frappé 2 fois, son coup de magistrat. Net et exigeant. Victoire, c'est le matin. Tu es prête à t'excuser auprès de ton frère? Silence. Il a ouvert la porte. Le lit était fait. Le placard était ouvert et vide. Les tiroirs étaient vidés. La chambre ne contenait rien de moi à part la photo de Mamie Éléonore face contre terre sur la table de nuit comme un point final.
Daniel m'a dit plus tard que mon père est resté dans cette embrasure de porte pendant 10 secondes complètes avant que son expression ne change. Confusion d'abord, puis quelque chose de plus sombre. Il est descendu lentement. Victoire est partie, a-t-il annoncé à la vingtaine de parents qui s'attardaient encore au petit déjeuner. Sa voix était plate, contrôlée. Elle est partie au milieu de la nuit comme une lâche. Gabriel a levé les yeux de son ordinateur portable et a souri. Eh bien, a-t-il dit, ça règle la question. Mon père a hoché la tête. Ça la règle certainement. Bon, je prévoyais de faire l'annonce de la succession à 10 heures, mais puisque la seule personne qui pourrait s'y opposer s'est enfuie. La sonnette a retenti. Ma mère a ouvert. Et là, sur le perron, dans un costume gris avec une mallette en cuir brun et une expression comme un front orageux, se tenait Henri Chevalier. Je suis maître Henri Chevalier, a-t-il dit. Notaire d'Éléonore Bertrand. Je dois parler à toute la famille immédiatement. La salle à manger s'est tue par étapes. D'abord la conversation la plus proche de la porte d'entrée. Puis une onde de silence se propageant table par table jusqu'à ce que même les enfants arrêtent de s'agiter. Maître Chevalier est entré dans la pièce comme un homme entre dans une salle d'audience, sans hâte, délibéré, et complètement certain de son autorité. Il a posé sa mallette en cuir sur la table de la salle à manger, juste au-dessus des restes de nappes de Noël, et l'a déverrouillé sans s'asseoir. Ses mains, m'a-t-on dit, avaient un tremblement visible, pas de nervosité, de colère. Mon père s'est levé de sa chaise en bout de table. Il était plus grand que Chevalier de 10 cm, plus large de 15 kilos. Il a utilisé chaque parcelle de cela. Henri. Le nom est sorti comme un avertissement. Vous n'avez pas été invité. C'est ma maison. Chevalier l'a regardé. C'est la maison qu'Éléonore Bertrand a construite avec l'argent de sa famille, Monsieur Bertrand. Et je suis ici parce que j'ai une obligation légale, un devoir envers la bénéficiaire de sa fiducie. Victoire n'a aucun droit. Victoire est la seule bénéficiaire nommée d'une fiducie irrévocable exécutée il y a 8 ans. Vous le savez. Vous le savez depuis le jour où votre mère l'a signée. La pièce était si calme que j'aurais pu entendre la chaudière s'enclencher 3 pièces plus loin. 30 paires d'yeux bougeaient entre les deux hommes comme des spectateurs à un procès, ce qu'ils étaient d'une certaine manière. La mâchoire de Richard s'est serrée. Ma mère était en déclin cognitif. Quoi qu'elle ait signé. A été signée en présence de 2 témoins indépendants et accompagnée d'une évaluation médicale confirmant sa pleine compétence mentale. Chevalier a ouvert la mallette et a retiré un dossier. J'ai la documentation ici. Voulez-vous que je la lise à haute voix, Monsieur Bertrand, à tout le monde? La question est restée suspendue dans l'air. Tante Marguerite, assise près de la fenêtre, s'est penchée en avant. Oncle Denis a posé sa tasse de café. Même les enfants s'étaient tus. Richard Bertrand a regardé le dossier dans les mains de Chevalier, comme un homme regarde une arme chargée pointée sur sa poitrine. Puis il a redressé ses épaules et a dit très calmement, « Sortez de chez moi. » Monsieur, a dit Chevalier, qu'avez-vous fait? Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai rejoué dans mon esprit 100 fois parce que c'était le moment où le masque s'est finalement fissuré. Pas lentement, pas gracieusement, mais dans une fente soudaine et laide juste au centre. Mon père s'est avancé vers Chevalier. J'ai dit, sortez. Vous êtes en violation de domicile. J'appellerai la police. Vous êtes le bienvenu de le faire, a répondu Chevalier, sans bouger d'un pouce. Et quand ils arriveront, je leur montrerai la requête que vous avez déposée au tribunal il y a 3 semaines. Celle où vous affirmiez être incapable de localiser la bénéficiaire de la fiducie de votre mère. Il a fait une pause. La bénéficiaire dont vous avez le numéro de téléphone, dont vous avez l'adresse, qui dormait dans cette maison la nuit dernière. Le visage de Richard est passé par une séquence. Rouge, puis blanc, puis une sorte de gris marbré que je n'avais jamais vu sur une personne vivante. Autour de la pièce, je pouvais voir la réaction se propager. Marguerite pressant sa main sur sa bouche. Le front de l'oncle Denis se plissant, les cousins échangeant des regards. C'est là que Gabriel s'est levé. Mon frère, l'enfant doré, l'avocat, celui qui connaissait toujours le bon angle, s'est avancé les mains levées dans un geste d'apaisement. Maître Chevalier, a-t-il dit doucement, j'apprécie votre préoccupation, mais tout document auquel vous faites référence peut être contesté dans le cadre juridique approprié. Vous avez rédigé la requête, n'est-ce pas, Maître Bertrand?
Chevalier s'est tourné pour lui faire face. Sa voix était calme, précise, chirurgicale. Vous avez préparé un dépôt pour changer le bénéficiaire d'une fiducie irrévocable au nom de votre père, qui est aussi l'administrateur. J'ai les emails. Le sang-froid de Gabriel ne s'est pas brisé. Il s'est évaporé. Un instant, il était un avocat confiant, l'instant d'après, il était un homme dont la bouche s'était relâchée et dont les yeux avaient darté involontairement, indubitablement vers son père. « Papa » a-t-il dit à voix basse. « On doit parler en privé. » Richard ne l'a même pas regardé. « Non, je n'ai rien à cacher. » Tante Marguerite s'est levée de sa chaise. Sa voix quand elle a parlé portait l'autorité particulière d'une femme qui avait regardé une famille se mentir à elle-même pendant des décennies et en avait finalement assez. « Richard » a-t-elle dit, « laisse l'homme parler. » Un murmure d'accord a parcouru la pièce, pas fort, pas défiant, mais présent, comme les premières fissures dans un lac gelé avant que toute la surface ne cède. Mon père a regardé autour de la pièce et a vu peut-être pour la première fois que le public qu'il avait assemblé pour sa propre performance n'était plus de son côté. « C'est absurde » a-t-il dit. Mais sa voix avait perdu sa résonance de tribunal. Elle sonnait plus petite, plus fine, comme du papier de soie tenu devant la lumière. Mon père a fait ce que mon père a toujours fait. Quand il sent le sol se dérober sous lui, il escalade. Tout le monde m'écoute. Il a levé les deux mains, paume vers l'extérieur, le geste d'un homme rétablissant l'ordre dans une salle d'audience. Cet homme, il a pointé un doigt vers Chevalier, a été engagé par ma mère il y a des années alors qu'elle était déjà en déclin. Il a rempli la tête de victoires de fantasmes. C'est une affaire de famille, et je n'accepterai pas qu'un étranger. Richard. La voix de Chevalier a coupé comme une lame. J'ai servi votre mère pendant 20 ans. Je ne suis pas un étranger et je suis ici parce que vous avez violé les termes d'un instrument juridique que vous avez juré en tant qu'administrateur de respecter. Dehors. La voix de mon père s'est brisée sur le mot. Il a pointé la porte. Sortez de cette maison tout de suite ou je jure devant Dieu que je vous ferai arrêter pour violation de domicile. Chevalier l'a regardé un long moment. Puis il a fermé sa mallette avec un clic délibéré, l'a coincée sous son bras, et a hoché la tête, pas en signe de défaite, mais de reconnaissance, comme un joueur d'échecs reconnaissant les 3 prochains coups. Je vais partir, a-t-il dit calmement, mais je serai de retour à 14h cet après-midi, pour la lecture formelle de la succession d'Éléonore Bertrand, que vous avez planifiée, monsieur Bertrand. C'est sur votre propre calendrier. Il s'est arrêté à la porte. La porte d'entrée s'est fermée derrière lui avec un clic doux. Mon père s'est retourné vers la pièce. 30 visages, certains confus, certains mal à l'aise, quelques-uns, Marguerite, Daniel, ouvertement sceptiques. Il a lissé sa chemise, ajusté sa montre, et a réassemblé son sang-froid comme un homme redresse un tableau après un tremblement de terre. « Je suis désolé que vous ayez tous dû voir ça », a-t-il dit. Victoire a engagé un avocat bon marché pour semer la zizanie. C'est ce qu'elle fait. Elle fuit les responsabilités et provoque ensuite le chaos à distance. Il a secoué la tête avec une tristesse exercée. Cet après-midi, je lirai le testament de maman correctement, et tout sera clair. Je vous le promets. Gabriel, qui était resté figé près du canapé, s'est rassis et a tiré son ordinateur portable sur ses genoux. Ses doigts bougeaient rapidement, supprimant quelque chose, je le réaliserai plus tard. Des emails. La pièce a expiré. Les gens sont retournés à leur café, leurs conversations, leurs enfants. La crise avait été différée. Richard Bertrand était toujours aux commandes, ou du moins le croyait-il. 14h était dans 5 heures. L'horloge sur le manteau de la cheminée, une pièce d'anniversaire en cristal de Waterford qui avait appartenu à ma grand-mère, comptait chaque seconde. J'étais garé devant un café rue de Strasbourg, regardant la pluie tracer des lignes tordues sur mon pare-brise. Ma Honda Civic 2014, 230 000 km. Une petite bosse dans le pare-choc arrière d'un parking à la fac n'était pas le genre de voiture qui faisait se retourner qui que ce soit. Et ce matin-là, l'invisibilité était exactement ce dont j'avais besoin. Mon ordinateur portable était ouvert sur le siège passager. À 8h17, j'avais envoyé un email formel au service de gestion de patrimoine de la banque demandant une confirmation écrite de mon statut de bénéficiaire de la fiducie assurance vie irrévocable d'Éléonore Monsieur Bertrand. À 9h41, la réponse est venue d'une conseillère nommée Patricia Langlais.
chère mademoiselle Bertrand, ceci est pour confirmer que vous êtes la seule bénéficiaire nommée du compte de fiducie irrévocable Éléonore Monsieur Bertrand. Le corpus de 600 000 € reste intact et n'a pas été dispersé. Une requête pour modifier la désignation du bénéficiaire a été déposée le 14 octobre par l'administrateur actuel, Richard A. Bertrand, mais n'a pas été approuvée par le tribunal ou validée par la banque. Aucun décaissement ne peut être effectué sans votre autorisation écrite. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai sauvegardé, et j'ai imprimé une copie dans une boutique de reprographie à 2 rue de la. À 11h15, Chevalier a appelé. Il m'a jeté dehors, a-t-il dit, avec quelque chose qui aurait pu être de l'amusement sec. Menacé d'appeler la police. Je sais. Mon cousin Daniel m'a envoyé un SMS. 14h victoire. Je serai garé dans la rue suivante. Vous entrez en premier. Je suis. D'accord. Une pause. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Une fois que c'est fait, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé la pluie. Une femme passait devant la voiture tenant la main d'une petite fille. Toutes deux éclaboussant dans les flaques, riant de rien. La beauté simple et stupide des gens qui se sentaient en sécurité. Je suis revenu en arrière toute ma vie, maître Chevalier. Chaque fête, chaque coup de fil, chaque fois que j'ai avalé quelque chose qui aurait dû me faire cracher. J'ai fini de revenir en arrière. Alors je vous vois à 14h. J'ai raccroché, ouvert le miroir de mon pare-soleil. Le visage qui me regardait était pâle, fatigué, et absolument certain. J'ai zippé mon manteau, vérifié la pochette une dernière fois. Copie de la fiducie notariée. Confirmation bancaire imprimée. Chaîne de mai capturée et horodatée. Lettre manuscrite de grand-mère. Tout en ordre. Tout réel. J'ai démarré le moteur. À l'intérieur de la maison Bertrand, la matinée s'étirait comme un élastique trop tendu. Daniel m'a raconté plus tard à quoi cela ressemblait de l'intérieur. Après le départ de Chevalier, la décontraction du lendemain de Noël avait caillé. Les gens parlaient encore, versaient encore du café, picoraient encore les restes de bûches, mais la conversation avait un nouveau courant sous-jacent. Le genre de tension où tout le monde discute de la météo, mais pense au tremblement de terre. Tante Marguerite a coincé ma mère dans le couloir près des toilettes d'invités. Isabelle, a-t-elle dit doucement. Est-ce que Richard est sûr que tout est en ordre? Ce notaire ce matin n'avait pas l'air d'un homme qui bluffait. Les yeux de ma mère étaient bordés de rouge. Je ne sais pas, Marguerite. Richard ne me parle pas des finances. Il ne l'a jamais fait. Marguerite l'a regardé un long moment et n'a rien dit. Ce qui, venant de Marguerite, disait tout. Dans la cuisine, Daniel a sorti son téléphone et m'a envoyé un SMS. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, je vais bien. Sois là à 14h. S'il te plaît, sois dans la pièce quand j'arriverai. Il a répondu instantanément. Je ne bouge pas pendant ce temps, dans le bureau de mon père, la pièce avec le fauteuil en cuir, les volumes juridiques sur les étagères en acajou, les photos encadrées de Richard serrant la main de divers juges, mon père passait des coups de fil. Daniel l'entendait à travers la porte, devenant plus fort à chaque tentative. C'était le lendemain de Noël. Chaque cabinet d'avocats à Nantes avait son répondeur activé. Richard Bertrand, ancien juge, ne pouvait joindre un seul avocat. Gabriel est apparu dans l'embrasure de la porte du bureau. « Papa » a-t-il dit prudemment. « Peut-être qu'on devrait reporter la lecture. Se donner du temps pour... » Non, la voix de mon père était de granit. « Je ne bats pas en retraite. Pas devant Henri Chevalier, pas devant Victoire, pas devant personne. On fait ça aujourd'hui. » Gabriel a fermé sa bouche. Il ressemblait, a dit Daniel, à un homme qui vient de réaliser que le canot de sauvetage a un trou. L'horloge Waterford sur le manteau de la cheminée a sonné midi. 2h. À 12h30, je suis entré dans le bureau de Chevalier pour la dernière fois avant que tout ne change. Il avait le dossier complet étalé sur son bureau en 4 piles soignées. Je me suis assis en face de lui, et il m'a fait parcourir chacune point par point, comme un chirurgien examine une radio avant de couper. Pile 1, l'acte original de fiducie et donation. Papier crème, sceau notarié, signature d'Éléonore à l'encre bleue. Stable, délibéré, rien à voir avec l'écriture d'une femme confuse.
À côté, la lettre du médecin, Dr Margoli, confirmant la compétence cognitive au moment de la signature. Daté, contresigné. Pile 2, la chaîne de mai entre Richard et Gabriel, imprimée avec toutes les métadonnées montrant les horodatages, les adresses des expéditeurs et les informations de routage. Les mots « elle ne se battra pas » surlignés en jaune sur la dernière page. Pile 3, la lettre de Patricia Langlais de la banque confirmant mon statut de seul bénéficiaire et le solde intact de 600 000 €. Pile 4, un document que je n'avais pas vu avant. Chevalier l'a fait glisser sur le bureau. L'acte de propriété de la maison de l'allée des Camélias. Je l'ai regardé. La maison coloniale, a-t-il dit. Votre maison familiale. L'acte est au nom d'Éléonore depuis 1981. Elle a acheté la propriété avec l'héritage de sa mère avant d'épouser votre grand-père. Richard ne l'a jamais possédée. Il a supposé, comme il suppose la plupart des choses, qu'elle était à lui par défaut. Chevalier a tapoté le document. Selon les termes du testament, au décès d'Éléonore, la propriété est transférée au bénéficiaire désigné. J'ai fixé l'acte. La maison de mon père, la maison où il s'était assis en bout de table, où il m'avait puni devant 30 personnes, où il avait construit tout son royaume d'autorité, n'avait jamais été la sienne. Il ne le sait pas, ai-je dit. Il n'a jamais lu le document complet, a confirmé Chevalier. Il a lu les 3 premières pages, celles qui le nommaient exécuteur, et s'est arrêté. Bien sûr qu'il l'a fait. Richard Bertrand n'avait jamais eu besoin de lire les petits caractères. Il était les petits caractères. Il était le dernier mot. Ou du moins l'avait-il toujours cru. J'ai rassemblé les 4 piles dans la pochette cartonnée. Chevalier a remis les originaux dans sa mallette. J'entre en premier, ai-je dit. Vous venez quand je fais signe. Comment je saurai? Vous saurez. Nous nous sommes serrés la main. Sa poigne était ferme, et ses yeux derrière ses lunettes cerclées d'or contenaient quelque chose que je n'avais vu chez aucun adulte de ma famille depuis la mort de ma grand-mère. La confiance. À 13h45, j'ai descendu l'allée des Camélias pour la 2e fois en 24 heures. La pluie avait cessé. Un mince soleil de décembre poussait à travers les nuages, transformant la rue mouillée en miroir. Les chênes le long du bloc étaient presque nus maintenant, leurs branches dessinées en noir contre le ciel pâle comme des fissures dans de la porcelaine. Je conduisais lentement. Je ne gagnais pas du temps. Je me souvenais. C'était la rue où mamie Éléonore m'avait appris à faire du vélo. Le trottoir où elle m'accompagnait à l'école l'année où mes parents ne pouvaient pas se donner la peine. Le jardin de devant où elle s'était agenouillée à côté de moi dans la terre et m'avait montré comment transplanter un semis sans déranger ses racines. Le secret, avait-elle dit, pressant ma petite main dans la terre, c'est de prendre toute la motte. Tu ne laisses aucune partie de toi-même derrière. Mon téléphone a vibré. Isabelle. Je me suis garé et j'ai répondu. Victoire, où es-tu? La voix de ma mère était tendue, implorante. Ton père est furieux. Rentre juste à la maison et excuse-toi et tout ça peut être fini. S'il te plaît, maman, ai-je dit. Je rentre, mais pas pour m'excuser. Un silence, puis tout petit, qu'est-ce que tu vas faire? Ce qu'il faut. J'ai raccroché. Garé dans la rue derrière la maison à côté de la berline argentée de Chevalier. Il était assis sur le siège conducteur, mallette sur les genoux, lunettes de lecture sur le nez. Il m'a jeté un coup d'œil à travers le pare-brise et a fait un unique signe de tête. Je suis sorti de la voiture, manteau camel, cabas en toile avec la pochette à l'intérieur. Mes mains étaient stables. Le portail était ouvert. La porte d'entrée était déverrouillée. De l'intérieur, je pouvais entendre des voix. Le murmure de 30 personnes assemblées et attendant que Richard Bertrand leur dise comment le monde était censé fonctionner. J'ai monté les marches du Porsche que ma grand-mère avait fait construire et j'ai poussé la porte. Je me suis glissé par l'entrée de la cuisine et je me suis tenu dans le couloir juste hors de vue du salon. À travers l'arche, je pouvais voir la scène que mon père avait mise en place. Le salon avait été réorganisé. Chaises tirées de la salle à manger, du bureau, même de la véranda, tout tourné vers la cheminée comme des bancs d'église vers un autel. 30 personnes assises et attentives. Richard se tenait devant eux dans sa chemise Oxford repassée, lunettes de lecture perchées sur son nez, monture en écaille, celle qu'il portait au tribunal. Dans sa main, une seule feuille de papier.
Il la tenait comme les juges tiennent les verdicts, assez haut pour que tout le monde puisse la voir, assez bas pour que personne ne puisse la lire. Merci à tous d'être ici, a-t-il dit. Comme vous le savez, le décès de ma mère a laissé certaines questions à régler. J'ai examiné ses souhaits attentivement avec l'apport de Gabriel, et je veux partager le plan de distribution qu'elle souhaitait. Il a fait une pause pour les faits. La salle était silencieuse. La fiducie familiale sera consolidée sous ma gestion. Le fonds éducatif, 600 000 €, sera transféré à Gabriel pour l'intendance de la prochaine génération. Il a levé les yeux comme pour vérifier son public. Quant à Victoire, un petit sourire miséricordieux. Maman voulait qu'elle ait un geste de bonne volonté. 5 000 €. Quelques hochements de tête sympathiques. Mathilde a placé sa main sur le bras de Gabriel. Gabriel a baissé les yeux dans une performance d'humilité si polie qu'elle aurait pu gagner un prix. Y a-t-il des questions, a demandé mon père. Du couloir, j'ai pris une respiration, sorti la pochette de mon cabas, et je suis entré dans la pièce. Derrière moi, la porte d'entrée s'est ouverte doucement. Maître Henri Chevalier est entré. Je veux que vous imaginiez ça une seconde. Vous entrez dans une pièce. 30 de vos parents sont assis là. Votre père vient de dire à tous que vous valez 5 000 €. Il tient un morceau de papier comme si c'était un marteau de juge. Et vous? Vous tenez la vérité. Que feriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce qui s'est passé ensuite dans ce salon est quelque chose que personne dans ma famille n'a jamais oublié. Chaque tête dans la pièce s'est tournée. 32 visages, certains surpris, certains confus, quelques-uns vraiment contents de me voir. Mon cousin Daniel, assis au dernier rang, m'a fait un petit signe de tête. Tante Marguerite s'est redressée sur sa chaise. L'expression de mon père est passée par 3 phases en 2 secondes, surprise, agacement, puis un durcissement, le masque du tribunal se remettant en place. Eh bien, a-t-il dit, l'enfant prodigue revient. Quelques rires obligatoires de la foule. J'ai supposé que tu t'étais enfui pour de bon cette fois. Es-tu là pour t'excuser auprès de ton frère? Non, ai-je dit. Ma voix était égale, calme d'une manière qui m'a surprise, parce que mon cœur frappait contre mes côtes si fort que j'étais sûr que les gens pouvaient le voir à travers mon manteau. Je suis ici pour entendre le testament, le vrai. Je suis passé devant lui, devant son doigt pointé, devant sa montre Cartier, devant le fauteuil où il avait tenu court pendant 30 ans, et j'ai posé la pochette sur la table à côté de la cheminée. Chevalier est entré derrière moi, mallette, costume gris, l'autorité tranquille d'un homme qui faisait cela depuis des décennies. Qu'est-ce que c'est? A dit Richard. L'agacement caillait en quelque chose de plus laid maintenant. Je t'ai dit ce matin, sors de chez moi. Je me suis tourné pour faire face à la pièce. Pas mon père, la pièce, les gens. Je suis désolé d'interrompre, ai-je dit, mais ce que mon père vient de lire n'est pas le testament de ma grand-mère. Ce n'est pas son acte de fiducie. C'est un plan de distribution qu'il a écrit lui-même. J'ai posé ma main sur la pochette. Ceci est la fiducie irrévocable originale qu'Éléonore Bertrand a exécutée il y a 8 ans. Elle a été déposée chez son notaire, maître Chevalier, et vérifiée par la banque, l'institution gérant le fonds. J'ai ouvert le dossier. Ma grand-mère a nommé un seul bénéficiaire, moi. Silence. Pas le silence poli et performatif d'un rassemblement familial. Le silence absolu, atmosphérique, d'une pièce pleine de gens qui viennent de réaliser qu'ils sont témoins de quelque chose qu'ils ne peuvent pas défaire. Le visage de mon père s'est vidé de sa couleur. Pas graduellement, tout d'un coup, comme si quelqu'un avait tiré une prise. Tante Marguerite a dit clairement et fermement, laisse-la parler. Chevalier s'est avancé. Il a ouvert sa mallette sur la table à côté de ma pochette, a retiré le document original, et l'a tenu haut pour que la pièce puisse voir le sceau rouge du notaire. Brillant comme un panneau stop contre le papier couleur crème. Ceci est la fiducie irrévocable d'Éléonore Marguerite Bertrand, a-t-il dit. Sa voix portait comme portent les voix des bons avocats, sans crier, sans effort. Exécuté le 14 mars, il y a 8 ans. J'étais présent à la signature avec 2 témoins indépendants. Tous 2 sont disponibles pour confirmer. Il a commencé à lire. La constituante, Éléonore Monsieur Bertrand établit par la présente cette fiducie pour le seul bénéfice de sa petite-fille, Victoire Bertrand.
Il a fait une pause et a regardé la pièce par-dessus ses lunettes. Corpus de la fiducie, une somme de 600 000 € détenue et gérée par la banque. De plus, la propriété immobilière située au 4714 allée des Camélias, Nantes. Acte enregistré, acheté originalement en 1981, sera transféré au bénéficiaire au décès du constituant. Un halètement, audible, collectif, a balayé la pièce. Oncle Denis s'est penché si loin en avant que sa chaise a craqué. Marguerite a fermé les yeux brièvement, puis les a ouverts et a regardé directement mon père. La maison, a chuchoté quelqu'un au dernier rang. En tant qu'administrateur, Richard A. Bertrand a reçu une autorité administrative uniquement. Il lui était expressément interdit de modifier la désignation du bénéficiaire, de disperser des fonds sans le consentement écrit du bénéficiaire, ou de grever la propriété immobilière de quelque manière que ce soit. Chevalier a baissé le document et a regardé mon père. Au cours des 3 derniers mois, M. Bertrand a déposé une requête pour changer le bénéficiaire au profit de son fils, Gabriel, prétendant qu'il était incapable de localiser Mademoiselle Bertrand. Il a également omis de l'informer de l'existence de la fiducie après le décès d'Éléonore, comme l'exige la loi. Chevalier a plongé dans la mallette et a produit la chaîne de mer imprimée. Il l'a tenue, le surlignage jaune visible de l'autre bout de la pièce. Ce sont des emails entre Richard Bertrand et Gabriel Bertrand dans lesquels Gabriel a rédigé la requête frauduleuse et Richard l'a approuvée. Il a lu à haute voix la ligne qui s'était gravée dans ma mémoire. Elle ne se battra pas. Elle ne se bat jamais pour rien. C'est ça la beauté du truc, papa. La pièce s'est tournée pour regarder Gabriel. Mon frère était assis très immobile, sa main figée sur le bras de Mathilde. Son visage avait pris la couleur de la cendre. Mathilde a lentement, soigneusement extrait son bras de sous sa main et a croisé les siennes sur ses genoux. Tante Marguerite a secoué la tête. Oncle Denis a marmonné quelque chose dans sa barbe. Daniel s'est levé de sa chaise au dernier rang et s'est avancé pour se tenir à côté de moi, sans rien dire, juste là. Présent. Mon père a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Elle était confuse, a-t-il dit, mais les mots sont sortis usés, élimés par l'abus. Ma mère ne savait pas ce qu'elle signait. La réponse de Chevalier a été immédiate et chirurgicale. Le médecin de votre mère, le docteur Hélène Margoli, a mené une évaluation cognitive la semaine même de la signature. Les résultats sont documentés et inclus dans ce dossier. Il a placé le rapport médical sur la table. Éléonore Bertrand a obtenu un score dans le 93e percentile pour son groupe d'âge. Elle était plus vive que la plupart des gens dans cette pièce. Un long moment de silence. Puis du fond, grand-tante Judith, 81 ans, la sœur cadette d'Éléonore, qui n'avait presque rien dit depuis 2 jours, a parlé. Éléonore m'a parlé de la fiducie, a-t-elle dit doucement. Il y a 8 ans. Elle a dit, Richard essaiera de la prendre, mais j'ai fait en sorte qu'il ne puisse pas. Elle savait. Elle a toujours su. Mon père a regardé Judith, puis Marguerite, puis la pièce pleine de visages qui ne le regardaient plus avec respect ou déférence, ou même une neutralité polie. Il le regardait comme on regarde quelque chose dont on vient de découvrir qu'il est pourri en dessous. Il avait assemblé son propre public, et il venait de devenir son jury. Mon père s'est tourné vers Gabriel. L'alliance, celle qu'ils avaient construite sur 33 ans de droits partagés, s'est effondrée en une seule phrase. Dis quelque chose. La voix de Richard s'est brisée, à vif. Tu es l'avocat. Conteste ça. Fais quelque chose. Gabriel n'a pas bougé. Il était assis sur le canapé, l'ordinateur portable toujours sur ses genoux, et a parlé d'une voix si basse que seul le premier rang pouvait l'entendre clairement. Papa, irrévocable veut dire irrévocable. Tu ne peux pas contester. Je te l'ai dit depuis le début. Tu m'as dit que tu gérerais ça. La main de mon père s'est abattue sur le dossier d'une chaise avec un craquement qui a fait sursauter les cousins les plus proches. Ses jointures sont devenues blanches sur le bois. Tu as dit qu'elle ne le découvrirait jamais. Et c'était là. Devant 30 témoins, mon père confirmait chaque détail que Maître Chevalier venait de présenter. Gabriel lui avait dit que c'était risqué. Richard avait poussé de l'avant quand même, et tous deux avaient convenu par écrit que j'étais trop passive pour riposter. Le verre de Porto que Richard tenait, le même dans lequel il sirotait quand il m'avait puni la veille, a glissé de son autre main et s'est brisé sur le parquet. Le rouge sombre s'est accumulé sur le sol et s'est étendu lentement vers le tapis persan,
et personne n'a bougé pour nettoyer. Puis quelque chose a changé. La posture de mon père a changé. L'agression s'est vidée, et à sa place est venu quelque chose que je l'avais vu utiliser 1000 fois avant. Sur ma mère, sur moi, sur quiconque le coinçait. Il a adouci sa voix. Il a baissé les épaules. Il s'est tourné vers moi avec des yeux brillants. Victoire, ma chérie. Le mot chérie a atterri comme un faux billet sur un comptoir. J'essayais seulement de protéger les actifs de la famille. Tu es jeune. Tu n'as pas l'expérience de ce genre d'argent. Je faisais ça parce que je t'aime. Je l'ai regardé. L'homme qui avait traité ma carrière de blague, qui m'avait assise à la table des enfants, qui m'avait puni à 29 ans devant chaque parent que j'avais, qui avait dit à un tribunal qu'il ne pouvait pas me trouver quand je dormais dans sa propre maison. J'ai laissé le silence durer 3 secondes. Puis j'ai dit, tu n'as pas fait ça parce que tu m'aimes, papa. Tu as fait ça parce que tu n'as jamais cru qu'une fille mérite la même chose qu'un fils, et ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Ma mère s'est levée. Je ne l'avais pas remarqué pleurer, mais son visage était mouillé et ses mains tremblaient. Elle a regardé mon père, l'homme à côté duquel elle avait été silencieuse pendant 35 ans, et a dit d'une voix qui tremblait mais ne s'est pas brisée, tu lui dois des excuses, Richard. Tu lui en dois depuis toute sa vie. La pièce a retenu son souffle. Mon père a regardé ma mère comme si elle avait parlé dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Puis il m'a regardé, puis les 30 visages qu'il observait. Il n'a rien dit. Il s'est tourné et est entré dans son bureau et a fermé la porte. Dans les minutes qui ont suivi, la pièce s'est réorganisée. Pas les meubles, mais les gens. Les lignes invisibles d'allégeance qui avaient structuré chaque rassemblement Bertrand aussi loin que je m'en souvienne se sont déplacées tranquillement et définitivement comme des plaques tectoniques. Tante Marguerite m'a atteint en premier. Elle m'a tiré dans une étreinte qui sentait le Chanel numéro 5 et le café, et elle a dit près de mon oreille, ta grand-mère serait si fière de toi en ce moment, ma chérie. Si fière. Daniel a pressé mon épaule. J'ai toujours su que tu étais la plus dure de cette famille, a-t-il dit. Tu n'as juste jamais eu besoin de le prouver avant. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années se sont avancés. Une poignée de main, un signe de tête, un calme je suis désolé, Victoire. Pas tous. Certains sont restés assis, mal à l'aise, fixant le sol. Quelques-uns se sont levés et sont partis. Pas en protestation, mais de la façon dont les gens quittent une pièce où quelque chose s'est brisé qu'ils ne savent pas comment réparer. Gabriel s'est levé du canapé. Il ne m'a pas regardé. Il a pris le bras de Mathilde et a marché vers la porte d'entrée. Mathilde s'est arrêtée dans le couloir, a levé la main, et a détaché son collier de perles, le collier qu'elle avait porté tout le week-end comme un badge de statut, et l'a laissé tomber dans sa poche de manteau, comme si elle voulait se faire plus petite, moins visible, moins associée. Chevalier organisait déjà les documents dans sa mallette. Je déposerai la requête pour destituer Monsieur Bertrand en tant qu'administrateur dès lundi matin, m'a-t-il dit. La procédure judiciaire prend environ 30 jours. En attendant, la fiducie est gelée. Pas de décaissement, pas de changement. J'ai hoché la tête. Le salon se vidait lentement. La nappe de Noël sur la table était froissée et tachée de porto. L'horloge en cristal Waterford sur le manteau de la cheminée indiquait 14h47. Toute la chose avait pris 47 minutes. 30 ans de silence répondu en 47 minutes. Lundi matin, Maître Chevalier a déposé 3 documents au tribunal judiciaire de Nantes. Le premier était une requête pour destituer Richard Bertrand en tant qu'administrateur de la fiduciaire succession d'Éléonore M. Bertrand, citant un manquement à l'obligation fiduciaire, spécifiquement le défaut de notifier le bénéficiaire, fausse déclaration au tribunal concernant la localisation du bénéficiaire et tentative non autorisée de modifier un instrument irrévocable. Le second était une demande formelle pour nommer Chevalier comme administrateur intérimaire jusqu'à ce que je puisse désigner un remplaçant permanent. Le troisième était une plainte déposée auprès du barreau contre Gabriel R. Bertrand alléguant une violation des règles de déontologie professionnelle, spécifiquement la rédaction d'une requête frauduleuse au profit d'un membre de la famille immédiate tout en dissimulant un conflit d'intérêts. En 2 semaines, le tribunal a accordé la destitution de l'administrateur sur une base intérimaire. Richard n'a pas contesté. Son propre avocat, un homme nommé Foster d'un cabinet moyen à Saint-Nazaire, qu'il avait finalement réussi à joindre le lundi suivant, lui a conseillé sans détour qu'il n'avait aucune base légale.
Irrévocable veut dire irrévocable, monsieur le juge, aurait dit Foster. Et la preuve par email est accablante. Si vous vous battez, vous perdrez, et ça vous coûtera 60 000 € pour le découvrir. Le fonds de 600 000 € a été transféré sur un compte à mon nom à la banque. Patricia Langlais, la conseillère, m'a appelé personnellement pour confirmer. L'acte de propriété du 4714 allée des Camélias a été mis à jour. Mon nom a remplacé celui d'Éléonore comme propriétaire. La maison bourgeoise, le portail en fer forgé, la table en chêne, le jardin où ma grand-mère faisait pousser des pivoines étaient à moi. Et Gabriel, l'enfant doré, la fierté de la famille, a reçu un avis formel d'enquête du barreau. Le processus prendrait des mois, mais le résultat prenait déjà forme. Une suspension de 6 mois de sa licence pour violations éthiques. Son plus gros client, une société d'immobilier commercial, l'a lâché quelques jours après que la plainte soit devenue semi-publique. Il a tranquillement transitionné vers le conseil d'entreprise, un travail qui ne nécessitait pas d'adhésion au barreau et, commodément, pas d'apparition au tribunal. Mon père m'a appelé une fois, 3 jours après le dépôt. J'ai répondu parce que je pensais même alors, même après tout, que peut-être il dirait les mots. Il ne l'a pas fait. Il a dit, tu as détruit cette famille. J'ai dit, non, papa, tu l'as fait. J'ai juste apporté les preuves. Il a raccroché. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis. 2 semaines après l'ordonnance du tribunal, j'ai conduit jusqu'à l'allée des Camélias avec une seule clé sur un anneau en laiton simple que Chevalier m'avait remis à travers son bureau. Elle est à vous, avait-il dit simplement. Et pour une raison quelconque, ces mots m'ont défait plus que toute autre chose ne l'avait fait. Je me suis garé dans la rue. Les chênes étaient complètement nus maintenant, leurs branches un treillis contre le ciel de janvier. Le portail en fer forgé s'est ouvert avec un grincement que j'avais entendu 10 000 fois. Les marches du porche, mamie Éléonore les avait fait remplacer en 2009, cèdre sur le vieux pin, avait encore son paillasson, vert délavé, un motif de fougère. J'ai tourné la clé. La porte s'est ouverte sur le foyer, et l'odeur m'a frappé en premier. Cire à bois, vieux livre, une trace des sachets de lavande que ma grand-mère gardait dans chaque placard. La maison était silencieuse d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. La présence de mon père avait toujours été la fréquence dominante ici. Sa voix remplissant chaque pièce, ses opinions occupant chaque conversation. Sans lui, la maison respirait différemment. Elle respirait comme si elle se reposait enfin. J'ai marché à travers chaque pièce lentement. Le salon, où 30 personnes s'étaient assises et avaient regardé ma vie changer. La salle à manger avec la table en chêne portant encore de faibles auréoles de verre de Porto. La cuisine où j'avais frotté un plat à rôtir seul pendant que ma famille riait. Dans la pièce d'à côté, à l'étage, ma chambre, l'affiche, le lit simple, la table de nuit avec le tiroir vide. La chambre principale de mamie, son fauteuil de lecture près de la fenêtre, une pile de romans sur la table d'appoint, une paire de lunettes qu'elle ne porterait plus jamais. Puis le jardin. Je me suis tenu à la porte arrière et j'ai regardé ce qui avait été la fierté d'Éléonore Bertrand. Les parterres de pivoine, maintenant bruns et emmêlés, bordés de buis envahis. Le chemin de pierre qu'elle avait posé elle-même était à peine visible sous les feuilles mortes. Le bain d'oiseaux était sec. Je me suis agenouillé, j'ai pressé mes paumes à plat contre la terre froide, j'ai fermé les yeux. Je vais arranger ça, mamie, ai-je dit. Je vais le ramener. Et je savais avec la certitude que seul le deuil et l'amour et de la bonne terre sous les ongles peuvent vous donner, que je le ferai. Une semaine plus tard, un samedi matin assez froid pour voir mon souffle, j'ai conduit 2 heures vers l'ouest jusqu'à Saint-Malo. Je n'y étais pas allé depuis 6 ans. La dernière fois, c'était l'été avant que la santé de mamie ne commence à décliner. Nous deux assises sur le porche du cottage en cèdre, buvant de la camomille, regardant les remparts devenir ambrés au coucher du soleil pendant que la marée se retirait et laissait le sable brillant. Elle avait dit, c'est mon endroit préféré sur terre, Victoire. Quand je serai parti, je veux que quelqu'un qui l'aime le garde. J'avais pensé qu'elle était sentimentale. Elle était précise. Le cottage était plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être que j'étais plus grande. Des bardeaux de cèdre patinés, un porche qui enveloppait 2 côtés, l'air salin si épais qu'on pouvait le goûter. La clé, une autre en laiton, aussi de Chevalier, a tourné doucement, et la porte s'est ouverte sur un espace qui sentait encore comme elle. Lavande, vieux livre de poche, l'odeur légèrement douce des murs en cèdre en hiver.
sur la table de la cuisine, il y avait une boîte en bois, pas cachée, placée là délibérément, comme si elle avait su exactement qui passerait la porte et quand. J'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, une pile de photos, mamie et moi, de 5 à 22 ans, dans ce même cottage, plantant des oyas dans les dunes, construisant un fort en bois flotté, debout dans des bottes de pluie assorties par un après-midi orageux de juillet, toutes les deux souriant comme des idiotes. Sous les photos, une lettre. Courte cette fois, juste quelques lignes. Victoire, si tu lis ceci, tu as été assez courageuse. Je savais que tu le serais. Cette maison est à toi. Elle l'a toujours été. Je la gardais juste au chaud pour toi. Recommence ici si tu as besoin, ou viens quand le monde est trop lourd. Dans les deux cas, elle t'attend. Je suis si fier de toi. Pour toujours, mamie. Je me suis assise sur le porche, son porche, mon porche, et j'ai pleuré. Pas comme j'avais pleuré dans le lit simple de la maison de Nantes, étouffée et honteuse. C'était différent. C'était le genre de pleurs qui ouvre quelque chose au lieu de le fermer. Le genre qui vous laisse plus léger, pas plus vide. L'océan était gris et vaste et complètement indifférent à tout ce qui s'était passé dans ce salon, et il y avait un étrange réconfort là-dedans. La marée se fichait de la voix de tribunal de Richard Bertrand. Les vagues ne savaient pas ce qu'était une fiducie irrévocable. Les rochers étaient là depuis des millions d'années, et continueraient de se tenir là bien après nous tous. Les Bertrand, les rancunes, les tables pliantes avaient disparu. J'ai essuyé mon visage, pris une bouffée d'air salin, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose dont j'avais presque oublié la forme. La paix. Ce dimanche soir-là, de retour à Nantes, je me suis assise à la table en chêne de la maison Bertrand, ma maison, et j'ai écrit un email à ma famille. Je l'ai écrit une fois, lu 2 fois, et envoyé sans 3e brouillon parce que je savais que si je continuais à réviser, je commencerais à adoucir des choses qui devaient rester nettes. Ah, Richard Bertrand, Isabelle Bertrand, Gabriel Bertrand. Je ne veux couper personne de ma vie. Ce n'était jamais le but. Mais je ne retournerai pas à une relation où je suis rabaissé, rejeté, ou traité comme moins que rien. Si vous voulez avoir une relation avec moi, ce sera sur des termes de respect mutuel, pas de hiérarchie. La porte est ouverte. Mais elle bat dans les 2 sens maintenant. Victoire. Ma mère a appelé 20 minutes plus tard. Elle pleurait. Le vrai genre, pas le genre anxieux. Je suis si désolé, Victoire, a-t-elle dit. J'aurais dû te défendre il y a des années. J'avais peur de lui. Ce n'est pas une excuse. C'est juste la vérité. Je sais, maman. J'ai dit, je ne te blâme pas, mais j'ai besoin que tu commences à choisir ce qui est juste, pas ce qui est facile. Peux-tu faire ça? Une longue pause. Puis, je vais essayer. Gabriel a répondu par SMS le lendemain matin. 2 mots. Je comprends. Je l'ai lu, posé le téléphone, et je n'ai pas répondu. La compréhension était un début, mais ce n'était pas la même chose que la responsabilité. Il y arriverait ou pas? C'était son travail, pas le mien. Mon père n'a pas répondu. Pas ce jour-là, pas la semaine suivante, pas la semaine d'après. Le silence était sa propre sorte de réponse. Familier, vraiment. Richard Bertrand avait été silencieux sur les choses qui comptaient toute ma vie. Au moins maintenant, j'avais arrêté d'attendre qu'il parle. 6 mois plus tard, le printemps était arrivé à Nantes et les pivoines revenaient. J'avais passé l'hiver à 4 pattes dans le jardin de ma grand-mère, taillant, défrichant, aérant la terre qui avait tourné à l'aigre après 2 ans de négligence. Les racines étaient plus profondes que je ne l'avais prévu. Elles avaient survécu à l'abandon. Elles avaient juste besoin de quelqu'un pour couper le poids mort et laisser entrer la lumière. Je connaissais le sentiment. Avec le prêt étudiant disparu, payé intégralement, 35 000 €, le chèque le plus satisfaisant que j'ai jamais écrit. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour louer un petit atelier dans le quartier Bouffet. Bertrand Paysage et Design, mon nom sur la porte, le nom de ma grand-mère, vraiment. Le nom Bertrand signifiait quelque chose de différent pour moi maintenant. La maison de l'allée des Camélias était devenue à la fois maison et bureau. J'ai converti le bureau du rez-de-chaussée, l'ancienne salle du trône de Richard, celle avec les étagères en acajou et le fauteuil en cuir, en studio de design.
J'ai remplacé ces volumes juridiques par des guides d'identification de plantes et empilé les étagères avec des échantillons de sol et des catalogues de graines. Ça semblait juste. Ça ressemblait à une réécriture. Daniel passait les week-ends pour aider au jardin. Tante Marguerite appelait chaque dimanche matin, pile à 9 heures. Juste pour prendre des nouvelles, disait-elle, et ensuite nous parlions pendant 1 heure. Isabelle est venue visiter pour la première fois un jeudi après-midi en avril. La première fois qu'elle entrait dans la maison sans Richard à ses côtés. Nous n'avons pas dit grand-chose. Nous avons planté des bulbes de tulipes le long de l'allée, côte à côte, et c'était assez. Richard a loué un appartement à l'autre bout de la ville. J'ai entendu par Marguerite qu'il disait à ses amis que j'avais volé la maison, que ma grand-mère avait été manipulée, que tout était la faute de Chevalier. L'histoire changeait selon le public, mais elle avait toujours la même fin. Richard Bertrand était la victime. Certaines choses, je suppose, sont vraiment irrévocables. La suspension de Gabriel du barreau a duré 6 mois. Il avait déménagé vers le conseil d'entreprise. Quelque chose dans la logistique, a dit Marguerite. Lui et Mathilde s'étaient discrètement séparés, bien que je ne connaisse pas les détails et n'ai pas demandé. Il ne m'avait pas contacté depuis le SMS, je comprends. J'ai laissé la porte ouverte comme j'avais dit que je le ferais. Je n'allais juste pas rester dans l'embrasure à attendre. Je vous raconte cette histoire depuis le porche du cottage de Saint-Malo. C'est un samedi. La marée est basse. Les remparts font ce qu'ils passent la ligne du toit et tombent sur le jardin en longues barres dorées. Quelque part dans la maison, mon café refroidit. Quelque part à Nantes, mon père se réveille dans un appartement loué et se raconte une histoire où il est le héros. Quelque part dans le futur, peut-être qu'il arrêtera. Je me lève, essuie la terre de mes mains, et remarque quelque chose sur le porche avant qui n'était pas là hier soir. Une enveloppe. Pas de timbre, pas d'adresse de retour, juste mon nom d'une écriture que je reconnaîtrais n'importe où. Pas celle de mamie cette fois, mais presque aussi familière. Je l'ouvre. Une seule ligne. Je suis désolé de ne m'être jamais levé. Je suis debout maintenant. Maman. Je plie la lettre. Je la glisse dans ma poche de manteau juste à côté de celle de mamie. Celle que je porte partout. Le papier à lettres crème avec l'encre bleue et les mots qui ont sauvé ma vie. 2 lettres, 2 femmes, une qui a planifié à l'avance, et une qui a enfin rattrapé le temps perdu. Je rentre dans ma maison, la maison que ma grand-mère a construite, la maison que mon père a perdue, la maison qui a toujours été destinée à quelqu'un qui en prendrait soin. Je ferme la porte et pour la première fois en 29 ans, j'ai l'impression de rentrer chez moi.